Ce qui nous dérange le plus chez notre enfant n'avait parfois rien à voir avec lui, mais tout à voir avec nous. Bienvenue dans ce deuxième épisode où l'on plonge dans un phénomène profondément humain et notre histoire sur nos enfants et comment nos blessures, peurs et nos mémoires émotionnelles peuvent influencer leur vie sans que nous ayons conscience. Pour éclairer ce sujet avec finesse et vérité, j'ai la joie d'accueillir encore une fois Sameh Dridi, spécialiste en psychologie de l'enfant, qui nous aide à comprendre ce qui en nous se réactive à travers nos enfants. Sameh, merci d'être là. Ce sujet touche au cœur de la parentalité. Merci Marc à toi. Effectivement, c'est un sujet qui est complètement au cœur de la parentalité et je pense qu'il y a quelque chose de très difficile justement à accepter dans la parentalité, c'est le fait que parfois on réagit pas uniquement à notre enfant, mais on réagit à notre propre histoire. Et comme j'ai pu dire dans le précédent, ce qu'il nous faut, nous, c'est justement ne pas être en réaction, mais être en action pour qu'on puisse agir et non réagir. Et comment on distinguer une réaction liée à son enfant d'une réaction liée à son propre passé? Le problème est justement là, Marc, c'est que beaucoup de parents ne se rendent même pas compte. En fait, je vais remarquer très souvent qu'il y a quelque chose chez les parents qui va se déclencher, mais qui va se déclencher de façon énorme face à un comportement de leur enfant. Alors, c'est pas le comportement de l'enfant en lui-même qui va faire mal, c'est ce que l'enfant va venir toucher, si tu veux, chez le parent. Et ça change tout. Si tu veux, l'enfant pense très souvent, Marc, que nous éduquons des enfants, alors qu'en réalité, c'est eux qui nous éduquent. Il n'y a pas un parent sur Terre qui n'a pas changé sa façon d'être depuis qu'il est devenu parent. C'est-à-dire que on pouvait parfois être, par exemple, être organisé, on devient un peu plus organisé parce qu'on a un enfant. L'enfant va venir nous éduquer en tant qu'être et en tant que parent. Ça, déjà, il faut qu'on le conscientise. Mais si vous voulez, avant qu'on soit parent, on était des personnes à part entière, ok? On était des êtres à part entière. Et cet être à part entière, il a des blessures, il a douleur, il a eu des expériences, il a eu une éducation. Et l'enfant force être de venir titiller tout ça à l'intérieur de nous. Oui, et pourquoi certains comportements d'un enfant déclenchent-ils des réactions émotionnelles si intenses chez les parents? Tu veux, il y a certaines choses qui se passent chez le parent de façon complètement inconsciente. Parfois, nos traumas, nos blessures, façon de vivre, c'est dans l'inconscient. Donc, si je te donne un exemple de la vie de tous les jours, il peut y avoir, par exemple, des parents qui vont pas supporter que leur enfant pleure, par exemple. Très Hmm. rapidement, ils vont vouloir que l'enfant se taise, se calme, qu'il s'arrête. Ça, c'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant, mais parce que eux-mêmes, quand ils étaient petits, eux-mêmes, ils n'ont pas appris à accueillir les émotions, d'accord? On leur a pas appris à ce que pleurer c'est naturel. C'est ok de pleurer, ok que tu lâches ton émotion et on accueille ces émotions-là. Eux, ils nous ont pas appris au niveau de leur éducation ou autre, ou même dans leur vie, ils n'ont pas eu cette compétence-là. Et il y a une règle qui est très simple, qu'on n'a pas acquis, ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner, même à notre enfant, ok? Oui, Et ça, oui. on doit le conscientiser. On va avoir des blessures. On le voit par exemple, on demande à un enfant de faire quelque chose et que l'enfant ne le fait pas tout de suite. À l'intérieur, le parent, il va se dire, ou alors si l'enfant, il nous répond, parle et lui, il nous répond. Très souvent, l'enfant, il ne répond pas pour être insolent ou pour être malpoli. Il répond parce que il comprend pas, parce qu'on lui a pas apporté d'explication, parce qu'on lui a pas dit ce qu'il en était. Du coup, il comprend pas, ou il répond. Et là, le parent, lui, il ne le reçoit pas en tant que mon enfant manque d'informations. Il le reçoit en tant que mon enfant, il me cherche. Il veut connaître ses limites. Il cherche ses limites. Et c'est là Mhm. où le parent, il réagit. Il réagit pas à Oui, l'enfant. Il réagit à sa blessure à intérieure. soi-même. Il, ré- Mhm, il réagit à sa propre blessure. mhm. Il y a un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Dans l'analyse transactionnelle, on nous montre que dans certaines situations, on a différentes façons de se comporter. Et donc, on peut parfois se comporter, agir ou réagir avec notre enfant en étant, par exemple, ou alors en étant un parent qui va être persécuteur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir une position d'adulte
avec l'enfant. Ça veut dire quoi avoir une position d'adulte avec l'enfant? Ça veut dire comprendre déjà nous, que là, émotionnellement, on a été touché. Donc, on Mhm. garde son calme. Ce n'est pas l'enfant, c'est nous qui avons été touchés. C'est de nous à nous-mêmes. Donc, OK, je dois respirer, je dois garder mon calme et je dois essayer de comprendre ce que l'enfant a voulu me donner comme information. Comment les émotions non traitées d'un parent influencent-elles sa manière de réagir aux émotions de son enfant? L'émotion non traitée d'un parent va automatiquement, effectivement, influencer sa manière d'agir aux émotions de son enfant. Comme je disais tout à l'heure, un parent qui n'a pas appris à gérer ses émotions ne pourra pas gérer les émotions de ses enfants. En tout cas, il ne pourra pas apprendre à l'enfant à gérer ses émotions. Très vite, un parent qui n'a pas appris à gérer ses émotions, par exemple, très vite, il suffit que l'enfant ait une mauvaise note, il suffit qu'il ait une difficulté, il suffit que pour que ça devienne explosif, pour que Mhm. ça en fasse toute une histoire. Et très souvent, malheureusement, on remet la faute sur l'enfant. Très souvent, Oui. on va leur dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors que non, en réalité, peur du parent. Et très Oui. souvent, la peur de l'échec. Par exemple, un enfant qui ramène une mauvaise note à l'école. OK, déjà, l'enfant porte sur ses épaules le poids de la note me représente, alors que c'est complètement faux. Ce que Mhm. représente la note à l'école, ça représente le travail que l'enfant a fait et pas lui. Ça, Oui. déjà, les parents ne font pas de distinction. Donc, quand l'enfant a, par exemple, un 0 à l'école, pour l'enfant, c'est moi qui suis 0. Et derrière, le parent, il va pas venir faire ce travail-là de dire, là, ton travail a eu 0. On s'assoit et on comprend pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que cette note-là s'améliore? Non! Là, on va dire à l'enfant, toi, c'est toi qui n'as pas révisé, t'as pas fait assez, t'as pas. Alors que c'est la peur de l'échec du parent qui parle. Oui, je compris. Et quels sont les risques de demander à un enfant de porter des charges émotionnelles qui appartiennent aux parents? Le risque, c'est que déjà, ça crée une situation d'anxiété chez l'enfant parce que l'enfant, son rôle, c'est de vivre tout simplement. C'est d'être tout simplement. C'est de découvrir. C'est d'être un enfant. C'est pas de porter les émotions du parent. C'est pas de subir. Parce que là, on subit en fait. L'enfant est dans une position où il va subir le parent. Clairement, on n'est pas dans une élévation, on n'est pas dans une éducation. Donc, toutes ces blessures et ce manque de gestion émotionnelle du parent vont faire en sorte que l'enfant va culpabiliser pour des choses qui ne lui appartiennent pas. Il va culpabiliser, va porter ça en lui et surtout, 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 ce qui est énorme, c'est que l'enfant, il va se construire autour de tout ça. Mhm. Et pourquoi est-il essentiel que les parents explorent leurs propres blessures pour éviter de les projeter sur leur enfant? Et c'est plus qu'essentiel. Pour moi, Marc, j'estime que dans tous les pays du monde, on doit avoir des stages parentaux avant de devenir parent. C'est essentiel. Pour moi, on ne peut pas laisser un adulte devenir parent sans qu'il ait travaillé sur lui-même, sans qu'il ait conscience de ce qu'est un enfant, sans qu'il ait conscience de l'impact qu'il va avoir sur son enfant, sans qu'il ait conscience de ce qui va se jouer au niveau de l'enfant. Parce que il est incroyablement fou de laisser aujourd'hui les enfants grandir dans des schémas familiaux qui sont toxiques. C'est incroyable. Toxique, ça ne veut pas forcément dire que le parent frappe, ça ne veut pas forcément dire que l'enfant vit un traumatisme énorme, mais Non, tout ce le qu'on peut contrôle. faire, même Tu as dit le petit, voilà, contrôle. Le contrôle, c'est très exactement, toxique. exactement. Vouloir contrôler son enfant et parfois on veut contrôler même adulte. Ne pas laisser son enfant s'exprimer émotionnellement, tout ça c'est parce que nous on n'a pas appris. Et pour moi, il faut qu'on apprenne à se gérer émotionnellement. Il faut qu'on apprenne à mettre des mots sur nos émotions. Il faut qu'on sache ce qui se joue chez notre enfant. Surtout, il faut qu'on comprenne d'où viennent nos blessures et quelles sont nos blessures. Parce que ces blessures-là, si on les travaille pas, on les transmet, qu'on le veuille ou non, les transmet à nos enfants. C'est-à-dire que c'est une charge qu'on a sur nos épaules et qu'on met sur les épaules d'un être plus petit. Malheureusement. C'est comme tout à l'heure, je te donnais l'exemple Yeah. de
Est-ce que tu t'imagines, par exemple, travailler pour quelqu'un qui, quand s'énerve, ben, explose, qui veut contrôler ta façon d'être, contrôler comment est-ce que tu parles, contrôler comment est-ce que tu... C'est pas possible. Tu démissionnes, tu lui dis non. Or, l'enfant ne peut pas démissionner. Et ensuite, nous avons malheureusement des parents qui viennent se plaindre de leurs enfants qui sont devenus adultes parce que les enfants ont coupé les ponts avec les parents. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus ils veulent plus aller voir leurs parents, ils veulent plus parler avec eux. Je fais ma vie, tu fais la tienne. Et Samer, qu'est-ce que vous pensez la différence entre l'amour, le soin et le contrôle? En fait, vouloir avoir le contrôle sur l'enfant, ou alors vouloir un enfant à son image, ou alors ça veut pas dire qu'on manque d'amour. Un parent peut aimer profondément son enfant et avoir ces actions-là. Donc ça ne touche pas à l'amour. Faudrait déjà, si tu veux, il y a plusieurs définitions à l'amour. Faudrait déjà que le parent sache ce que c'est que l'amour pour soi et demande à son enfant comment est-ce que tu voudrais avoir de l'amour. Parce qu'on n'a pas la Oh, même vision de l'amour, tous les enfants. Il y a quelque chose, Marc, qui, à mon sens, est complètement faux. Et alors ça, je sais qu'il y a des parents qui vont dire « Non, c'est pas possible ». La phrase que disent tous les parents, soyez honnête avec vous-même là en écoutant le podcast, ok? la conscience de soi-même? Non, voilà, ayez conscience. Mais non, ma question c'est, quand le parent dit « J'aime tous mes enfants pareils », c'est pas vrai. Pourquoi? C'est un mensonge. Parce que, bien sûr, Je souhaite mes enfants ne vont pas écouter à cet épisode. ça veut pas dire qu'on n'aime pas beaucoup ses enfants, mais on n'aime pas ses enfants de la même manière. On De aime la même nos enfants, manière, mais mais de la même intensité, intensité? oui, 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 oui. oui, OK, mais pas OK. de la même manière. Oh, Parce que chacun de nos enfants est différent. Oui. On va aimer cet enfant-là parce que chez lui, on aime le fait qu'il soit calme, qu'il soit sage, qu'il soit posé, fait que on va aimer l'autre parce que chez l'autre, il y a ça, il va être lui plus explosif, l'avenant va faire ça, et du coup, on les aime pas de la même manière. On les D'accord. aime ce qu'ils sont, et ça, Yes. c'est OK. La surprotection, elle fait en protéger l'enfant. C'est le fait de vouloir prendre des décisions à sa place pour lui éviter des problèmes. Le fait de vouloir, par exemple, ranger la chambre à la place de l'enfant parce qu'on supporte pas que la chambre de l'enfant soit pas rangée comme on le veut. Ça aussi, c'est un grand problème. Il y a beaucoup de problèmes chez les mamans enfants liés à ça. Or, la chambre, c'est son espace personnel. Il la range comme il veut. Complètement? Comme il veut. 100%? À partir du moment 100%. J'ai pas dit il ne l'arrange pas. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit il ne l'arrange pas. J'ai dit il l'arrange comme lui, il veut. Oui, oui. Et ça, Je c'est comprends complètement ça, différent. mais Ok. mon question, c'est les parents peuvent guider ou non? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, tout se joue quand l'enfant est petit. Si, on a fait en sorte de donner à manger à l'enfant jusqu'à 3, 4, 5 ans, on lui donne encore à manger et on le laisse pas faire. Si, on demande pourquoi? Pourquoi, Marc? Parce qu'on veut pas qu'il se salisse et on veut pas qu'il salisse par terre. Oui, il va tomber. Oui, il risque de se faire mal, mais il a appris, il a développé. Oui, ton enfant, il va salir quand il va manger tout seul, mais il va apprendre. Donc, toi, tu penses que tu veux te facilites la vie maintenant parce que ça t'évite de nettoyer, ça t'évite qu'il ait des mauvais choix, ça t'évite. Mais demain, quand il va être adolescent, tu vas venir me voir pour me dire mon enfant ne fait pas ses devoirs tout seul. Mon enfant n'est pas autonome. Mon enfant, mais oui, Oui. je le sais. Parce que quand il était petit et qu'il a voulu être autonome, tu lui as dit non. Et comment les parents peuvent-ils différencier ce dont eux avaient besoin enfants et ce dont leur enfant a réellement besoin aujourd'hui? C'est une question très, très pertinente parce que, en fait, généralement, quand on éduque, on veut que donner à nos enfants ce que nous, on n'a pas eu. Les besoins de nos enfants, comme j'ai dit, ce ne sont pas les mêmes que ce que nous avons vécu. Parce que nous avons vécu dans un environnement, dans une façon d'éduquer avec des parents. On n'est pas dans la même génération que nos enfants. D'accord ? Mhm. Par exemple, si toi, Marc ou moi,
petit, on a manqué de liberté, on va avoir tendance à laisser son enfant avec beaucoup de liberté. D'accord? D'accord, Un 100%. parent, ouais. Si toi, par exemple, t'as eu, tu as manqué d'amour, bah, ce que tu vas rechercher, c'est être fusionnel avec ton enfant. Et c'est comme ça, en fait. Ce que toi, tu as manqué, ce que toi, tu as ressenti, si tu vas vouloir le transmettre à ton enfant, et c'est quelque chose que tu fais de façon inconsciente, mais c'est lié, encore une fois, propre histoire à ta propre blessure. Et le problème, c'est que tu projettes tes blessures et ton histoire sur tes enfants. Et c'est ça qui va t'empêcher de voir réellement ce que tes, tes enfants vont avoir besoin. C'est-à-dire tes peurs, tes blessures, besoins, passés, vont t'empêcher d'observer ton enfant et de chercher à comprendre et à lui demander quels sont ses besoins qui lui sont propres. Oui. Et comment les projections parentales empêchent-elles de voir la véritable identité de l'enfant? Tout ce que je viens de citer avant, ça, c'est ce qui va empêcher les parents de voir leurs besoins de leurs enfants. Aussi, ce qui va empêcher, faire en sorte que les parents vont mal accepter certains choix ou certains comportements de leur enfant. On parle que c'est quelque chose qui est complètement inconscient, d'accord? Dans ton inconscient, tu as un scénario, tu as un idéal. Et l'enfant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir te casser ce scénario intérieur. Le parent, on a dit, il va imaginer l'enfant avec une personnalité, avec un parcours, avec une manière d'être. Et son enfant réel, lui, il arrive, il est là. Et donc, le fait que tu viennes casser, ton enfant vient casser ce scénario-là, eh ben, tu es en confrontation. En réalité, tu es en confrontation avec réalité et ton idéal. C'est cette confrontation-là qu'il va falloir que tu conscientises, tu comprennes, même j'ai envie de dire que tu viennes écrire. Dans mes séances, je demande beaucoup aux parents d'écrire. C'est-à-dire que quand le comportement de ton enfant vient titiller quelque chose à l'intérieur de toi, faut que tu écrives les phrases que tu te dis. Écris les phrases que tu te dis. C'est-à-dire, ok, là, mon enfant, il a eu ce comportement. Voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a mis en colère, m'a mis triste. Voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit que mon enfant, il me cherche. Il veut tester ses limites. Je me suis dit que mon enfant ne m'aime pas. Je me suis dit que mon enfant me manquait de respect. Je sentis que j'étais pas un bon parent. Ok? Donc il y a des questions. Une question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que mon enfant réveille en moi? Et là, quand tu vas prenez un carnet de parents et notez les situations avec ce que ça vous a fait intérieurement, comment est-ce que vous avez réagi, et petit à petit, vous allez changer cette vision des choses. Et demandez aussi à l'enfant qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire quand il a dit ça. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi son besoin? Est-ce que la relation de question est très importante d'élever les enfants Ah tout oui, le temps? bien sûr. Quoi, Marc, tu voudrais pas qu'on te pose des questions? Je veux qu'on pose des questions. C'est ça, c'est Et- pareil pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'on vient le voir et qu'on lui interdit de faire quelque chose, il a le droit de te dire pourquoi. Tu viens pas interdire comme ça vient d'où? Si vous voulez vraiment avancer, je vous incite, après cet épisode, d'aller voir vos enfants, de vous asseoir avec eux et de leur dire qu'est-ce que tu voudrais changer aujourd'hui dans cette maison? Qu'est-ce que tu voudrais changer dans notre relation ensemble? Qu'est-ce que tu voudrais que moi, maman, que moi, papa, je change? Ils ont des choses à dire. D'accord, Et c'est quand très ils vont important. parler, oui, quand ils vont parler, s'il vous plaît, on ne se justifie pas. On ne dit pas oui, mais c'est parce que. On prend l'information et on la prend en considération et on lui dit merci d'avoir partagé ça avec nous. Très gentil et très intelligent. C'est très intelligent, bien sûr, parce que il n'y a pas mieux qu'un parent qui comprend comment son enfant réfléchit et ce dont son enfant a besoin pour mieux l'accompagner, l'éduquer et lui donner les choses. Encore plus, Marc, encore plus, c'est de laisser l'enfant décider de ce qui peut agir ou ce qui peut y avoir dans la maison. Ou alors, s'il ne décide pas, décider, on peut mal me comprendre, mais en tout cas, lui donner l'importance de l'opinion, lui dire qu'est-ce que t'en penses.
Laissez l'enfant décider avec vous, par exemple, même si vous voulez faire de vos enfants des enfants qui soient forts, les laisser même décider dans tout ce qui est question argent. Voilà, mon enfant, on a ce budget-là. Voilà comment est-ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce que t'en penses? Le laisser décider des règles de la maison et vous allez voir qu'ils sont très intelligents et qu'ils savent faire. Chez moi, avec mes enfants, on a tous les vendredis soirs un espèce de comité familial. On se réunit. Comité familial. Exact. Comité familial tous les vendredis soirs. Des boîtes. J'ai une boîte à la maison où les enfants peuvent écrire pendant la semaine, toute la semaine. Ils écrivent ce qu'ils ont remarqué, ce qui les a dérangés, ce qui a été positif, a été négatif, qu'ils veulent changer. Et ils mettent ça dans la boîte. Et le vendredi soir, on parle de comment s'est déroulée la semaine, qu'est-ce qui les a rendus heureux pendant la semaine, qu'est-ce qui les a rendus malheureux pendant la semaine, qu'est-ce qui les a blessés, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils changent. Et même entre eux, cette semaine-là, toi, ma sœur, toi, mon frère, voilà ce qui s'est passé, ça m'a fait mal, voilà ce que j'ai ressenti. Pareil, toi, maman, voilà, à ce moment-là, j'avais besoin, par exemple, de temps, tu m'as pas accordé de temps. À ce moment-là, j'avais besoin que tu me comprennes, ça n'a pas été fait, que c'est possible de... Et ensuite, on trouve les solutions ensemble. C'est comme ça qu'on a trouvé... C'est impressive. C'est comme ça qu'on a, par exemple, trouvé le fait que, par exemple, à un moment donné, on a eu un problème de linge. Les habits, il y en avait trop. Je pouvais pas laver seule. Non, mais c'est vrai, dans toutes les maisons. J'en ai parlé aux enfants et on a décidé que j'achèterais un panier à linge à chaque enfant qu'ils auront dans leur chambre et toutes les semaines, ils ont un jour, chacun un jour, où il lave son linge, il l'étend et il le met dans sa chambre et il le plie. On a décidé comme ça tout ce qui est tâches ménagères. On décide aussi quelles sont les activités qu'on peut faire avec le budget qu'on a. Voilà, c'est ça une vie familiale. C'est comme ça que l'enfant acquiert le fait que, il a de l'importance, il a sa place, il a sa parole, on l'écoute. Et demain, ça sera un adulte. Si vous n'aimez pas ce qu'ils disent ou si cela n'est pas aligné sur la façon dont vous voulez qu'il soit ou selon votre croyance ou la culture, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu pouvais me donner une situation. Laquelle? Mon exemple, s'ils ont des idées venant de l'école qui entrent en conflit avec votre culture, comment faites-vous face à cela? Spécialement pour les hommes ou les femmes ou la famille de l'Afrique qui vit en France, en Qui vivent en Europe. Amérique, au Canada. Ça, genre. Yeah. Oui. La chose la chose la plus importante à faire, c'est garder son calme. 2, être «Oh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où t'as ramené ça? Pourquoi?» Pas du tout. L'enfant, il va en fait, à partir du moment où vous laissez l'enfant vous parler et vous dire, vous exprimer tout, il faut que vous puissiez, vous, à l'intérieur de vous dire: «OK, j'entends». Donc premièrement, lui poser la question, lui dire: «Ah, ce que tu es en train de me dire, c'est intéressant, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'en dire plus?» Déjà, prendre ce que lui a compris. Parce que parfois, il nous apporte des mots qu'ils ne savent pas. Ils savent pas ce que c'est. Ils vont nous apporter des expressions, des mots, des choses que eux-mêmes ne savent pas. C'est répété. Donc, qu'est-ce que eux ont compris, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que tu en penses? Troisièmement, tu penses que, avec notre façon de vivre, que cette religion ou en tant que notre culture, est-ce que tu penses que c'est OK? Comment est-ce que tu vois les choses? En fait, vous ne prenez pas l'enfant et vous lui faites un monologue. Il comprend rien. Parce que en fait, vous allez avoir peur. Et c'est normal. Vous allez avoir peur et c'est normal. Mais cette peur-là, elle vous appartient à vous, pas à l'enfant. L'enfant, il ne comprend même pas ce qu'il peut y avoir derrière toute cette histoire. Donc, comprendre ce que l'enfant a compris, poser des questions et faire en sorte de l'emmener et de lui expliquer. Une fois que vous avez entendu sa vision, vous avez compris ce qu'il voulait, qu'il a donné ce qu'il en pense, tu sais, selon notre culture, selon notre truc, voilà ce qui en est. Peut-être, si tu veux qu'on travaille
à ce niveau-là. Ou si tu veux qu'on fasse quelque chose comme ça, on l'a énormément. Nous, on est en France, donc notre religion, il y a beaucoup de choses qui se confrontent. Il y a Mhm. beaucoup de choses. Et c'est normal que l'enfant vienne parler. Et Il y oui, a c'est même des normal, oui, sujets, oui. il y a même des sujets, Marc, par exemple, sur la sexualité. Chez nous, Mhm, c'est tabou. Pas le droit. mhm, Et chaud, mhm. stop. Et donc, en fait, si toi, tu n'ouvres pas la porte, C'est la même chose pour les chrétiens de l'Afrique. La même chose. voilà. Si toi, tu n'ouvres pas la porte, c'est difficile parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais si tu ne discutes pas, tu n'en parles pas, ton enfant a l'information ici et il va chercher à avoir la réponse autre part que chez toi. D'accord, Et là, 100%. que la réponse, peut-être que la réponse, elle n'est pas bonne du tout. La personne qui va lui apporter la réponse, ça va pas être bon du tout. Oui, je comprends. Donc, ce qu'on cherche, c'est garder le dialogue avec notre enfant. Oui, oui. Sameh, une autre fois, je veux te remercier beaucoup pour Je te le temps, l'information. Merci à toi, Marc. Merci à toi de m'avoir permis de partager ma vision au sein de ton podcast. C'était précis. Mille merci pour toi.